téléspectateurs, bienvenue encore une fois à notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons continuer notre rencontre avec Dr Sahan Muharram. Bienvenue encore une fois à notre programme. Au cours de la dernière épisode, nous avons parlé avec vous de votre séjour en France, de votre thèse de doctorat et également de votre vie familiale et professionnelle. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir d'autres facettes de votre vie. Je voudrais bien commencer avec les étudiants d'aujourd'hui que vous fréquentez. Vous avez dit que ces étudiants, quelquefois, ils essayent de trouver des solutions concrètes, de nouvelles idées. Ce sont des créateurs en ce qui concerne leur travail, surtout pour trouver une occasion sur le marché du travail. Ils doivent être vraiment à la hauteur. Alors parlez-nous un peu de cette expérience avec cette jeune génération. Écoutez, la nature des études à la faculté des langues appliquées et à l'Université française d'Égypte d'une manière générale, ce sont des études qui préparent les étudiants à trouver, à se lancer directement sur le marché du travail. C'est pour ça que la faculté s'appelle faculté des langues appliquées. Appliquées, ce sont des langues qu'on doit utiliser pour être utilisées directement sur le marché du travail. Donc, les étudiants doivent faire aussi des stages. Or, ce sont des étudiants qui cherchent eux-mêmes des stages dans les entreprises égyptiennes, françaises, mixtes, même dans les organismes internationaux. Nous avons des étudiants qui ont fait des stages à l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons des étudiants qui ont fait des stages à la Ligue arabe. Tout ce côté, on prépare les étudiants à devenir vraiment des gens débrouillards. L'étudiant qui trouve un stage, tant mieux, il aura encore une note en plus. Mais nous, de notre côté, on cherche à rentrer en contact aussi avec les entreprises pour aider nos étudiants à trouver des stages. Un autre principe aussi très important, c'est qu'on essaye d'inculquer chez les étudiants non seulement un savoir, ce qui est tout à fait normal dans une université, et un savoir-faire, d'où l'aspect pratique, mais on essaye aussi de leur inculquer un savoir-être, c'est-à-dire comment se comporter, comment sans faire des discours, parce que vraiment le discours, je venais de dire, parfois ça ne sert pas à grand-chose, mais en donnant l'exemple, en leur insinuant un principe ou une idée, comment les aider à agir dans la vie d'une manière qui leur apporte un plus plus tard. Je donne un exemple. La discrétion. La discrétion, c'est quelque chose de très important dans la vie. On essaye de leur expliquer ça, mais pas en leur faisant une leçon de morale. En leur donnant l'exemple, c'est que si un étudiant a un problème, il veut venir nous en parler, très bien. Mais on ne prend pas jamais l'initiative en poussant un étudiant ou une étudiante à nous parler d'un problème. Donc, ils apprécient énormément. Quand ils vont dans le milieu de travail, ils sont très discrets. Et dans les rapports qui viennent, que ce soit un rapport écrit ou bien oral de l'entreprise là où ils ont travaillé, les entreprises me disent parfois « Madame, vos étudiants tranchent ». Je dis « Comment ?» Elle dit « Par leur discrétion, par leur tenue et tout ». Donc c'est très important. J'ai eu une fois un étudiant qui est venu à la faculté en portant un short. J'aurais pu très bien lui dire « Ah oui, mais quoi, on ne s'habille pas comme ça dans une université et tout ». Non, je l'ai appelé, je l'ai pris à part et je lui ai dit « Vous savez, votre short est très élégant, c'est vraiment très beau et tout ». Il était content. Alors je lui ai dit « Si je vous vois portant ce short au club, ça va me faire vraiment grand plaisir. Mais ici, on doit porter un pantalon. C'est parce que pour sur la plage on porte un maillot, peut-être un short, au club on porte un short, mais dans une université on porte un pantalon. Le lendemain il est arrivé avec le pantalon. Alors les gens qui disent aussi
quand ils viennent, ils savent comment s'habiller. Mais on ne leur dit pas, bon, quand vous allez faire l'interview, il faut porter ça ou ça, ou je ne sais pas quoi. Non. Mais à travers des histoires comme ça, et puis j'ai fait rire l'étudiant. À la fin, je lui ai dit, imaginez-vous que je viens le lendemain pour vous donner mon cours en portant un short. Qu'est-ce que vous allez dire de votre professeur? Il a éclaté de rire, et puis ça s'est passé comme ça. Voilà. Docteur Sahar Muharram, votre parcours professionnel et académique a été apprécié non seulement par le côté égyptien, mais également par le côté français. Vous avez été honoré, vous avez reçu un ordre de mérite de la part de la France. Alors parlez-moi de cette expérience qualifiée selon vous d'émouvante. Ben oui, écoutez, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, mais je crois que... Parce que moi, on ne présente pas une demande, c'est une demande qui est présentée par d'autres. Or, il paraît que la demande a été présentée par Paris 3, par la Sorbonne Nouvelle Paris 3. D'ailleurs, j'ai été décorée là-bas par Madame la Présidente dans le temps. Vraiment, j'ai été très touchée. Je ne sais pas, parce que par nature, peut-être je ne cherche pas à être décorée, à être récompensée, ça m'est arrivé comme ça. Je crois également que ça vous a rendu heureuse d'avoir reçu ces échos positifs concernant vos efforts, concernant la langue, l'application de la langue et également tout le travail dans le monde de la francophonie. Oui, ça c'est vrai, mais je ne vous cache pas que j'étais vraiment très contente. J'ai senti quand même que, quand vous dites, en gros, mes efforts ont été reconnus. Mais franchement, j'ai senti que je n'ai pas fait ça toute seule. C'était grâce à ma famille, grâce à ma mère, grâce à mes enseignants quand j'étais à l'école, au collège, à l'université, grâce aux collègues. C'est-à-dire, j'ai senti que c'était une récompense pour tout le monde, pas uniquement pour moi. Vous avez parlé de 2 points très importants, 2 valeurs. Vous avez parlé de retour en Égypte, de votre retour en Égypte, qui était par amour pour le pays, également du travail en équipe. Je voudrais bien parler avec vous de ça. Comment vous avez traduit cet amour envers l'Égypte et comment voyez-vous le travail harmonieux en équipe? Moi, j'ai toujours, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais par amour. Ça ne peut pas être autrement. Et puis, parfois, quand on parle d'amour, on réduit l'amour à une catégorie bien déterminée, alors que le champ de l'amour est un champ vraiment très vaste. L'amour du pays, c'est quelque chose de tout à fait, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. L'Égypte, c'est quelque chose qui coule dans mon sang. Ça ne peut pas être autrement. Je suis très reconnaissante vis-à-vis de tout le monde. Je suis reconnaissante vis-à-vis de ma famille, comme je viens de dire. Tout est lié, la famille est liée à cette terre, la terre est liée à cette famille, donc vraiment tout est lié. Pour aussi l'équipe, la formation de l'équipe, donc je viens de dire que si j'ai pas réussi à créer une équipe de recherche quand j'étais dans mon université d'origine, ici j'ai réussi à créer une équipe de travail. C'est quelque chose de merveilleux parce que j'ai des collègues qui travaillent ensemble, qui ne sont pas du tout, entre guillemets, avares quant à leurs connaissances. Tout est partagé et ça se reflète vraiment auprès des étudiants. Et
nous avons une équipe qui est formée de 3 langues parce que la faculté est trilingue. Donc, il y a des professeurs de français, il y a des professeurs d'anglais, des professeurs d'arabe. Encore une fois, l'arabe est toujours présente. Je disais tout à l'heure que mes parents m'ont donné un conseil, ils nous ont donné le plus grand conseil qu'il ne faut pas négliger, même si on apprend des langues étrangères, la langue maternelle doit rester toujours dans notre esprit et bien entendu dans notre cœur. Donc l'arabe a une place importante dans cette faculté. Et pour les matières d'application, puisque c'est une faculté de langue appliquée, pour les matières d'application, c'est aussi on respecte pour le volume horaire que les matières d'application occupent, soit enseignées par exemple le droit en français, l'économie en anglais, l'informatique dans les 3 langues, l'histoire en arabe. Donc on respecte aussi le volume horaire est bien réparti pour les matières d'application. Voilà, on travaille en équipe, il y a des vacataires bien entendu qui viennent des autres universités et on travaille ensemble d'une manière très efficace. Quels sont les défis majeurs que vous avez affrontés au cours de votre vie? Plusieurs. Bien entendu, il fallait que je réussisse. Et puis, une fois quand on réussit, il fallait maintenir cette réussite. Donc, au début, c'est facile, la réussite est facile, mais maintenir le niveau, ça, c'est un des défis. Et puis, il y a aussi la lutte contre soi-même sur le chemin suprême, si on peut dire. Donc ça aussi c'est difficile quand on découvre qu'on a un défaut et qu'on veut se débarrasser de ses défauts. Donc je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il y a des moments où je dois m'arrêter pour voir où j'en suis et pour aller plus loin. Et je crois que c'est ça, ça fait partie des défis. Si vous saviez au passé ce que vous connaissez aujourd'hui au présent, est-ce que vous auriez fait les mêmes choix, les mêmes décisions? Je vais vous citer Corneille, je le ferais encore si j'avais à le faire. Quand vous affrontez des problèmes et que les choses s'adurcissent un peu au cours de votre vie, qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? La première chose, c'est que j'essaye de me calmer. Et puis après, je me remets à Dieu, je suis croyante. Et puis après, j'essaye de ne pas prendre des décisions au moment où je suis en colère. D'habitude, je suis très calme. J'ai une nature calme. Mais il y a 2 ou 3 fois par an où parfois je sors un peu des mes gants, comme disent les Français. Mais d'une manière générale, je suis calme et le calme aide beaucoup à résoudre les problèmes. Et voilà, j'avance. Chacun de nous a des craintes et des peurs. Quelles sont les vôtres? Écoutez, j'aime pas dépendre des gens, d'une part. D'autre part, j'aime pas faire du mal aux gens. Donc, j'espère que je vais être en bonne santé jusqu'au dernier jour de ma vie. Basé sur votre expérience personnelle, comment peut-on faire l'équilibre entre les responsabilités professionnelles et également la vie familiale? C'est une question d'organisation tout d'abord et une question d'entente dans le couple. Je m'organise pour que tout soit en bon état à la maison et tout. Et puis il faut dire que j'ai un mari qui est très coopérant et qui comprend et que je n'ai pas du tout raconté des histoires
Quand je lui ai dit qu'il faut absolument que je continue à travailler, je ne veux pas être uniquement une femme au foyer et tout, il a accepté. Donc on avance ensemble. J'ai pas senti qu'il y a un conflit entre mon travail et ma vie conjugale. Quelle était la meilleure décision que vous avez prise au cours de votre vie et la pire décision? La meilleure décision, je ne sais pas, peut-être, il y en a plusieurs. Quand j'ai épousé mon mari, ça fait partie des meilleures décisions pour le choix de mes études. Hein. Il y avait ça ou ça, médecine ou langue. Je ne sais pas, moi, quand j'ai pris la décision de venir travailler à l'université, ici, voilà, ce sont des bonnes décisions. Je ne me souviens pas avoir pris une décision et puis après j'ai regretté. Et quels sont vos loisirs ou vos hobbies? Écoutez, moi j'aime beaucoup lire. Dans le temps, j'aimais faire un peu de sport. J'ai pas le temps maintenant, j'aimais beaucoup marcher, j'aimais nager. Pour le sport. Maintenant, bien entendu, la lecture en dehors des études et tout, j'aimais beaucoup lire. Et puis, il y a la musique arabe et la musique européenne, classique. Et tout. Quel était votre métier de rêve comme enfant? J'avais envie d'être médecin. Bon, j'ai pas réussi à réaliser ça. Mais je tiens à vous dire que j'ai 2 frères qui sont plus jeunes que moi. Alors j'avais très envie qu'ils fassent médecine parce que j'ai pas réussi. Or, celui qui vient juste après moi, il a fait ingénierie. Et il restait le dernier, j'avais très envie. Mais il m'avait caché que lui aussi, il avait envie de devenir médecin. Et il est devenu médecin. Donc j'étais très contente. Et sa fille aussi est devenue médecin. J'étais encore plus contente parce que c'est une femme. Et je tiens à vous dire que quand je vais voir une femme médecin, je suis toujours contente. Je dis au moins, elle a réalisé ce que j'ai pas pu faire moi. Quel était le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie et de la part de qui? Le meilleur conseil, c'était le conseil de ma mère qui m'a parlé de la tolérance et du pardon. Et là, j'ai trouvé qu'elle avait complètement raison en me disant qu'il ne faut pas juger les gens selon les apparences, il faut être tolérant. Quand elle m'a dit il faut pardonner, il ne faut pas être rancunier, ça c'est quelque chose de merveilleux, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Alors les valeurs de tolérance et de pardon, ce sont des valeurs vraiment à apprécier, mais comment peut-on les utiliser dans notre vie? À quel niveau peut-on les utiliser? Puisque quelquefois ces valeurs peuvent être nuisibles, si vous voulez, ou négatives à l'égard de celui qui les exerce. Je ne l'ai jamais senti comme ça, c'est-à-dire la tolérance pour moi aussi, c'est accepter l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on veut l'avoir. Et c'est quelque chose de très important quand même. Ça rend les choses paisibles pour soi et pour les personnes qui sont autour. Mais ceci dit, je n'accepte pas qu'on me marche sur les pieds. Ça, j'arrête. J'arrête, je me protège. C'est-à-dire, s'il y a une ouverture d'esprit, s'il y a une tolérance, s'il y a un pardon, mais il ne faut pas quand même que les gens abusent. Quand je sens qu'il y a abus, là j'arrête, je m'éloigne. Qui est la femme qui vous a inspiré le plus au cours de votre vie? C'est maman. C'est ma mère. Je suis très très reconnaissante à cette dame. Parce que, elle était quelqu'un de merveilleux, c'est pas parce qu'elle est ma mère, c'était la vie de tout le monde. Toutes mes amies l'aimaient. C'est la personne avec qui j'ai dialogué sans parler. C'est la personne qui était toujours calme,
Je n'ai jamais entendu ma mère dire du mal de qui que ce soit. Et puis, elle nous a élevés par le regard et par l'exemple. Pas de discours, pas de brutalité, pas du tout, pas du tout. Elle nous a élevés dans le respect de l'autre. Elle nous a aidés à former notre personnalité. Elle avait beaucoup de qualités. Elle avait beaucoup de qualités. Elle nous a appris quelque chose aussi de merveilleux sans l'apprendre par le discours, c'est-à-dire comment ne pas être brutal avec les objets. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui manque actuellement. Les gens traitent mal les objets. Par exemple, quelqu'un qui donne quelque chose à l'autre, au lieu de lui donner dans la main propre ou bien de poser sur, par exemple, le bureau ou sur la table, c'est hop, et puis avec un bruit énorme, comme si cet objet n'est pas à respecter. Non. Elle nous a appris à respecter aussi les objets, non seulement les êtres humains, mais les objets. Le mois de mars témoigne de plusieurs événements concernant la femme, que ce soit sur le niveau international ou en Égypte. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. En Égypte, en fait, la journée nationale de la femme, le 16 mars. Et bien sûr, le 21 mars, c'est la fête des mères en Égypte également. Alors, je voudrais savoir, docteur Sahar Muharram, quelle est votre vision de la femme égyptienne actuelle? Vraiment, j'ai une très grande admiration pour la femme égyptienne, parce qu'elle a beaucoup lutté et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je vais commencer par des histoires, vraiment parce que je suis linguiste, qui m'énervent un peu dans notre quotidien. Quand on voit par exemple un gamin de 6, 7, 8 ans, un garçon qui pleure, qu'est-ce qu'on lui dit en égyptien? Ah, tu pleures? Tu n'as pas à pleurer, tu n'es pas une fille, toi. Bon. 2. Quand on veut valoriser le travail d'une femme, on dit « Ah, elle travaille très bien », comme si c'était le travail de 10 hommes. Pourquoi même dans notre quotidien et dans notre linguistique quotidien, si on peut dire, on met toujours la femme dans une situation inférieure. C'est-à-dire, quand on dit à un garçon « Ne pleure pas comme une fille », c'est comme si la fille était inférieure à lui et comme si les larmes étaient propres aux femmes. Les hommes peuvent pleurer. Les hommes, à mon avis, doivent pleurer. Parce que quand les hommes, on les élève d'une manière à leur montrer que les larmes, c'est une faiblesse, au contraire, les larmes, c'est une manière de se livrer et de se débarrasser de quelque chose. Et puis après, on se plaint plus tard que les hommes sont violents et quand ils sont énervés, ils tapent, ils frappent, parce qu'ils ne savent pas comment exprimer leurs sentiments que par cette violence. Alors que peut-être si on permettait aux garçons, plus tard à un homme, de verser quelques larmes, ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est une manière de se débarrasser d'une peine. Ça, c'est pour la valorisation, mais une femme peut travailler comme un homme peut travailler comme une femme. On n'a pas besoin de valoriser la femme en lui disant « vous travaillez comme 10 hommes » ou je ne sais pas quoi encore. Ça, c'est un côté qui, je trouve que il faut qu'on revoie un peu cet aspect linguistique. Et il ne faut pas que la femme dorme sur des acquis. Et il faut que la lutte continue parce que tout n'est pas encore obtenu. Il faut qu'il y ait beaucoup de changements dans la société égyptienne. Mais j'ai espoir. Ma question de clôture sera concernant l'avenir de l'Égypte et de la femme égyptienne.
Êtes-vous optimiste ou non à propos de cet avenir? Je suis optimiste parce que par nature je suis optimiste, mais je suis réaliste. Il faut faire énormément de travail. Il faut que la femme s'émancipe d'un certain nombre de principes, si on peut dire, ou bien une manière d'être éduqué que il faut tout accepter, il ne faut pas lutter et tout ça, c'est votre sort et il ne faut pas aller au-delà de ça. Donc il faut que la femme s'émancipe, il faut que la femme lutte, les femmes qui sont vraiment conscientes de leur état, il faut qu'elles continuent, il ne faut pas qu'elles dorment sur les acquis. Et il faut aussi libérer les hommes. Les hommes me font beaucoup de peine parce qu'on ne les éduque pas à être libres eux-mêmes et puis à avoir un autre regard sur eux et sur les femmes qui sont autour. Il faut expliquer à l'homme qu'on le respecte encore plus quand il devient beaucoup plus ouvert. Docteur Sahar Muharram, c'était un honneur de vous rencontrer et de découvrir avec vous non seulement vos réussites, mais également votre vision de la femme égyptienne et vos aspirations pour la jeune génération des étudiants. Merci. Merci.